Salut Marilène, merci d'être là pour parler de ton travail aujourd'hui et d'un projet en particulier qu'on va évoquer pour voir un petit peu comment ça se construit et aussi le fait que tu fais une résidence d'artiste, quelque chose qu'on n'a pas encore abordé en vidéo. Donc il y a plein de choses qu'on va pouvoir se raconter. Mais d'abord peut-être que tu peux introduire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, parce que tu as quand même un parcours avec pas mal de projets sur lesquels tu as travaillé au niveau du storyboard notamment. Donc je pense qu'il y a pas mal de trucs à raconter. Salut Benjamin. Donc moi je m'appelle Marilène, je suis storyboardeuse, plutôt spécialisée en long métrage, mais j'ai fait aussi de la série et d'autres choses. Je m'oriente un peu plus vers la réal en ce moment, et je suis aussi intervenante et formatrice en storyboard. Donc c'est vraiment ma spécialité. Ouais, Moi j'ai fait le LTAM au Luxembourg, donc c'est une petite école en 2 ans. Et après ça j'ai travaillé plutôt à l'étranger, donc je suis allée à Dublin, puis ensuite à Londres, et là je suis revenue en France. Et maintenant, je suis basée sur Angoulême. ok. Et juste peut-être un mot sur l'école justement, parce que j'en ai déjà entendu parler, comme quoi c'était une école qui était assez chouette déjà et que c'était aussi plus accessible que d'autres. C'est là où j'ai hésité un petit peu à aller à un moment donné, comme je suis proche du Luxembourg à la base. Et comment ça se passe là-bas? Est-ce qu'il y avait un truc particulier que tu voudrais raconter là-dessus? Parce que je crois pas qu'on ait vraiment de témoignages de ça. Ok. Alors, moi, j'y suis allée entre 2015 et 2017. Ouais, C'est vrai que ça restait une alternative vraiment peu coûteuse. Donc, moi, je crois que c'était 600 € l'année. ouais, donc c'est juste C'est 10 fois moins cher que, que c'est les autres, ça. quoi. C'est cumulable avec le Crous. Donc, ça, c'est vraiment un point positif. Donc, moi, j'avais été prise dans d'autres écoles, mais finalement, je suis allée là parce que j'avais une autre école privée avant dans un domaine complètement différent. Donc, c'était vraiment une bonne alternative, on va dire. À peu près Mm. l'équivalent des DMA en France, j'ai l'impression. Maintenant, ça fait longtemps que j'en suis sortie. J'ai des retours qui sont pas spécialement positifs non plus. Donc Ok. je pense que ça reste une bonne alternative pour donner les bases en animation. Voilà. Ouais. Il donne les accréditations pour le festival d'Annecy. On a des bonnes synthiques. Maintenant, ça fait vraiment longtemps que je suis sortie de l'école. Il y a, comme dans toutes les écoles, j'imagine quelques dysfonctionnements. Donc Mm. je serais peut-être pas la personne la plus à même de la recommander. À Ok. l'époque, je la recommandais beaucoup quand je venais d'en sortir. Et maintenant, je suis peut-être un peu trop loin Hmm. Ouais, c'est pour- vrai que c'est toujours un témoignage sur comment ça s'est passé à ce moment-là. Enfin, beaucoup de gens aussi sur les vidéos ont fait les gobelins à l'époque où il y avait un concours Ouais, différent, etc. Maintenant, c'est différent. Enfin, toutes les écoles, ça varie comme ça. c'est Mais ça. ok, ça vaut le coup en tout cas de dire qu'on peut se renseigner sur cette école-là Ouais, pour avoir potentiellement une alternative aux écoles très chères qu'il y a partout, c'est partout en ça. France. Donc, Et ensuite, comment? à l'époque, il y avait un intervenant qui venait un vendredi sur deux en fonction des premières écoles, des Ok. premières années ou des deuxièmes. Maintenant, il y a une troisième année aussi. Ça reste très scolaire aussi. Hmm. Dans le fonctionnement, c'est pas comme d'autres écoles où on peut avoir des workshops de 1 ou 2 semaines. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Donc faudra travailler pas mal de son côté. Mais Ouais. voilà, ça donne un cadre et ça donne un diplôme aussi. Voilà. Ok. Et donc ça, est-ce que ensuite, par rapport, pour faire un petit point sur comment t'es arrivé dans le storyboard derrière, est-ce qu'il y a un mouvement de bascule en particulier qui fait que tu as eu telle opportunité de stage ou autre qui ensuite t'a fait arriver dans ce milieu-là? Parce que c'est toujours le premier boulot qui a l'air le plus difficile pour ensuite débloquer la suite. Alors moi, j'ai toujours su que je voulais faire du storyboard quand j'étais au collège. Donc vraiment, il y a super longtemps, j'avais fait 1 an de cours d'animation Ouais. en MJC. Et donc, je connaissais les bases de l'animation, donc je savais qu'il y avait du storyboard, de l'animation, et c'était un peu les deux filières, entre guillemets, où je voulais me mettre. Il y a mon stage en première année qui m'a permis vraiment de me focus en storyboard. Donc, je travaillais déjà le storyboard et j'avais déjà dit ça à l'entretien au Weltime que je voulais faire du storyboard. Hmm. Donc, j'ai un peu choisi mes cours et je me suis vraiment focus dessus, on va dire. Ouais. C'était une erreur, faut travailler le layout aussi, hein. Et, Et quand j'ai fait un stage à 352 au Luxembourg, où j'ai fait un peu d'anime et du storyboard, et j'ai fait un autre stage à Norlum, au Danemark, où j'ai pu faire plus d'anime, et je me suis vraiment plus focus sur le storyboard à partir de là. Enfin, je Ouais. le savais déjà un petit peu, mais ça m'a conforté. Et puis après, j'ai eu la chance de trouver un travail assez vite, parce que j'avais postulé assez rapidement. Moi, j'avais 25 ans quand je suis rentrée dans l'école. Hmm. Et j'en ai 27 quand je suis sortie. Donc ça, c'est un autre truc que je tiens à dire, c'est que le LTAM est l'une des rares écoles qui permet de rentrer après
enfin un certain nombre Ouais. d'années. Qu'il n'y ait pas un blocage au niveau de l'âge. C'est ça. Enfin, peut-être au-dessus de tel âge, mais en tout C'est cas, ça. 25, c'est OK, quoi. Et donc j'étais peut-être un peu plus vieille et j'avais d'autres expériences professionnelles avant. Donc j'étais peut-être un peu plus mature sur ce point pour Mhm. chercher du travail. En tout cas, je savais comment faire des lettres de motivation et j'ai cherché directement et j'ai trouvé. Ouais. Donc, tu as travaillé beaucoup sur du storyboard, donc sur de la série et sur du long, c'est ça? C'est Donc, j'imagine que tu passes d'un studio à un autre ensuite, une fois que tu as l'expérience de l'un, de l'autre. Parce que j'ai vu que sur ton site, par exemple, les storyboards, ils sont souvent sous NDA, donc on ah peut ouais. pas les montrer, etc. Donc, ça, juste un petit mot peut-être là-dessus, à quel point ça peut être. Enfin, comment tu fais Ah pour ouais. promouvoir ton travail quand tu peux pas le montrer? Alors j'avoue que le site est pas du tout à jour. Donc même Ah, quand les ok. professionnels me demandent le mot de passe, en fait, je leur envoie des pièces de portfolio que j'ai faites directement sur mon ordi et par mail. Ok. Et comme ça, en plus, je peux leur envoyer une petite note explicative à côté en fonction des logiciels que j'ai utilisés, en fonction des demandes aussi, parce que des fois on voit quelque chose, mais on connaît pas du tout le contexte, on sait pas combien de temps Hmm. on avait ou tout simplement la tâche qui nous était assignée. Ouais. Et c'est vrai que les premières années, euh, ben on a juste la ligne sur le CV, mais on peut pas montrer grand-chose. Et de toute façon, c'est les premiers travaux, donc ils sont pas forcément les Ouais, c'est pas plus. souvent montré, tout ce qui est C'est ça. pré-production, c'est. Voilà. Tous les gens qui travaillent sur du concept art aussi, et des choses qui finalement Ouais, ne sortent jamais, enfin, c'est pas forcément les trucs évidents, quoi. c'est ça. Et encore, en concept art, ils peuvent faire d'autres travaux et les publier directement, mais en board, c'est un format pas très évident à montrer. Ouais. Comme souvent, on doit montrer soit des PDF ou des sketchs. Enfin, comme c'est de l'art séquentiel, c'est plus compliqué que du visual art où en Hmm. une image, on peut montrer qu'on maîtrise et que c'est cool, quoi. Ouais. Ouais. Et juste parce que c'est un, voilà, un sujet qui m'intéresse aussi, le côté storyboard et animatique. J'ai l'impression qu'il y avait ce truc de. Avant, c'était que le storyboard et on est passé sur. Bah, en fait, tu deviens monteuse en même temps. Est-ce que tu as eu ce truc-là? Est-ce que c'est quelque chose. Enfin, quel avis t'as là-dessus aussi? Alors, pour moi, c'est vraiment deux métiers séparés, mais parce que j'ai eu Ouais. la chance de ne faire que du storyboard. On me demande rarement de timer, et quand on me le demande, ben, je leur dis, dans la Ouais. mesure du possible, hein, si on me demande vraiment de le faire, je vais le faire, mais j'ai toujours réussi à me concentrer que sur le storyboard. Donc, s'il y a vraiment un timing dont j'ai envie, soit j'en parle à mon superviseur, au réal. Hmm. On n'est pas trop en contact avec les monteurs, malheureusement, alors qu'on devrait être plus en contact. Ouais. Et non, j'ai pas eu à faire de montage. Euh, Après, en long métrage, on a souvent que des scripts, on n'a pas les voix définitives. Des fois, on peut avoir des voix temporaires, mais Ouais. souvent, ça va être doublé. En tout cas, dans les productions que j'ai faites, parce que je sais qu'il y a des productions où il y a déjà les voix définitives, elles vont être faites après, en fonction de ce qu'on a fait. Hmm. Parce que naturellement, une ligne de script, une ligne de dialogue, elle peut être prononcée de tellement de manières différentes. Ouais. En fonction de l'acting qu'on va mettre, ça va influer. Donc voilà. Ok. Et dernier petit truc sur le côté storyboard avant de passer à la résidence, etc. Là, on va se concentrer davantage sur ça. Euh, à quel point le fait de connaître l'animation t'aide pour le storyboard, parce que c'est aussi un métier où tu dois avoir une notion des pauses fortes en une pause, des choses comme ça. Ouais. Alors, ben, c'est toujours une bonne chose de bien savoir dessiner et de connaître l'animation. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai pu ne pas comprendre quand j'étais plus jeune et que je Ouais. me suis vraiment focus sur le storyboard, c'est qu'en fait, on doit maîtriser et connaître un peu tout le reste de la chaîne pour savoir ce qui est faisable, tout simplement déjà, parce qu'on peut faire des choses qui sont pas animables par la suite. Hmm. Pareil, on doit forcément donner des indications de layout, même si c'est juste écrit BG derrière, ou ciel, ou faire une grille de perf, ça c'est vraiment, vraiment la base. Et ensuite, on va demander si on a des mouvements de caméra, par exemple, un peu plus complexes, où on doit faire un BG qui bouge, on va devoir ben, l'animer concrètement. Sans pour Ouais. autant aller trop dans l'animation, mais on va devoir le redessiner. Donc après, on peut avoir aussi des setups dans Maya où maintenant on a le BG en 3D, hein. Mhm. Mais si on fait du long métrage, ben, par exemple, c'est pas forcément posé la 3D, donc on va devoir le redessiner comme on l'imagine. Donc il faut connaître un petit peu l'animation derrière, Ouais. il faut connaître un petit peu le reste de la pipeline en fait. Ok. Et bah, pour arriver justement aux résidences, comment est-ce que tu as fait ta première résidence? Comment ça se passe exactement en fait pour découvrir ça? Parce qu'une résidence, si je me trompe pas, c'est vraiment, voilà, on a un temps donné pour faire un projet donné et on va pouvoir être là-bas et sûrement avoir une sorte de budget, etc. Je sais pas trop comment ça fonctionne là-dessus.
Mais il y a sûrement des places limitées aussi parce que c'est littéralement un endroit où on va, quoi. Du coup, moi, j'ai fait 2 résidences et là, je suis acceptée dans une troisième. Donc, la première résidence, c'est la résidence Projectile. C'est une résidence qui s'est déroulée dans l'ancien studio de la Fabrique, dans les Cévennes, Hmm. à Saint-Laurent-le-Minier, et qui est organisée par l'association Projectile. Donc, c'est une association d'anciens élèves de la Poudrière. Ok. Donc, je crois que chaque année, ils font une résidence destinée aux anciens élèves de la Poudrière. Et cette année-là, ils n'avaient pas assez de participants, je crois. Donc, ils ont ouvert l'appel à tout le monde, ce qui est plutôt chouette parce que sinon, ça aurait juste perdu des places. Et Mhm. ça permet à d'autres personnes qui ont des projets de les développer. Donc, moi, je suis leur page et j'avais vu l'appel à projet, j'ai postulé et j'ai été prise. Là, c'est une résidence en autonomie. Donc, il y avait 8 personnes, je crois. Et on avait un open space où on pouvait tous travailler, venir et surtout, on pouvait échanger avec Mhm. d'autres créatrices parce qu'à ce moment-là, il y avait que des femmes. Ouais. Et c'était vraiment chouette. Donc en fait, mentalement, on se met aussi on change de cadre, on est dans un espace de travail et on sait qu'on va travailler que sur son projet. Moi, je développe mon projet seul, donc après le travail ou pendant mes temps de pause, je travaille dessus, mais j'ai pas vraiment d'horaire. Donc soit je suis à moitié en vacances et au final je travaille trop parce que je travaille aussi les week-ends, comme j'ai pas de cadre. Mhm. Soit c'est après le travail, donc j'ai du mal à me remettre dessus. Et là, d'avoir une résidence, ça permet vraiment d'être structuré tout en. Ouais. Enfin, il y a pas d'horaire fixe, donc si on voulait travailler le soir ou si on voulait travailler un peu plus, on pouvait aussi. Mais vraiment avoir un cadre avec d'autres personnes avec lesquelles échanger, faire des brainstorming, échanger, et ne serait-ce que pitcher entre nous, ça nous entraînait beaucoup. Mhm. Et donc là, j'ai pu pas mal avancer sur la structure de l'épisode pilote que j'ai terminé Enfin, j'ai terminé l'écriture du pilote dans la deuxième résidence. Ok. Donc voilà. Donc pendant ce temps-là, comment ça se passe? T'as déjà dû avoir comment dire, un apport financier d'un côté ou d'un autre, d'une région, de quelque chose, ou c'est vraiment la résidence qui permet aussi d'être là et de vivre là? Enfin, ça, c'est un truc un peu flou pour moi au Ok. niveau des résidences. Alors, ça dépend vraiment des résidences. Elles ont toutes des structures différentes. Et même pour candidater, à chaque fois, il y a des critères différents. Ouais. Donc là, on avait l'hébergement qui était compris avec l'atelier, l'espace de travail. Et pour tout ce qui était transport, nourriture, on se débrouillait entre nous. Ok. Que ça, c'est à nos frais, mais c'était déjà pas mal du tout d'avoir l'hébergement, honnêtement, pour un mois. Ouais. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et après, c'était assez communautaire. On faisait des courses ensemble, on divisait les frais, pareil pour la lessive, on s'organisait. Et comme c'est à la base pour des anciens élèves de la Poudrière, c'est-à-dire que les gens sont diplômés, donc a priori, ils ont une sorte de revenu. Hmm. Donc voilà, ça permettait ça aussi. Pour d'autres résidences, ça peut être des résidences payantes, ou alors on peut demander une aide à l'AFDAS ou à d'autres organismes de formation. Ouais. Et la deuxième résidence que j'ai faite, du coup, la résidence de la Poudrière, elle était tout frais payée, dans le sens où il y avait aussi l'hébergement. Du coup, il y avait l'hébergement, il y avait les transports et il y avait les intervenants. Donc cette deuxième résidence, elle était encadrée. Ok. Donc des gens qui viennent aider pour pousser C'est telle ça. ou telle partie de ton projet, etc., quoi. Donc là, c'est une résidence, ce qui est assez rare, donc je vais le souligner, pour les séries et les unitaires. Ouais. Donc Parce que vraiment, souvent, c'est par rapport enfin, c'est plus souvent les courts-métrages, j'imagine, les résidences. Ouais. c'est ça. Court métrage et long métrage. Moi, c'est celle que j'ai le plus vue. Série, il y a presque rien, parce que série, j'ai l'impression que c'est plutôt en interne que ça se développe. Hmm. Donc, soit c'est des studios, des producteurs qui vont avoir des IP qui veulent développer, ou qu'ils ont racheté des droits, ou c'est des projets comme ça qu'ils ont déjà, ils vont faire une deuxième saison, un reboot ou quelque chose. Ouais. Et pour monter des projets originaux en série, c'est un peu plus compliqué. Donc moi, par exemple, quand je travaillais à Cartoon Network, j'ai pu pitcher un projet en interne, mais j'ai l'impression que c'est plutôt de l'interne. Après, je n'ai pas développé de série en interne, donc je sais pas trop Ouais. comment ça se passe, mais c'est l'impression que j'ai en discutant avec d'autres personnes aussi. Il y a d'autres résidences qui offrent aussi des bourses. Donc moi, j'ai pas eu de bourse, mais j'ai eu plusieurs intervenants. Donc il y avait Jean Regnault, Virginie Boda et Osman Serfon, donc 2 scénaristes et un réalisateur qui sont venus entre janvier et mars, et nous, c'est un petit peu décalé en mai.
à cause des grèves de train. Hmm. Et voilà, on était encadrés et on avait des points sur lesquels on devait travailler. Donc ça peut être le dossier, ça peut être... En fait, à chaque fois, c'est adapté vu que on était 4 résidentes à ce moment-là. Et tout le monde est au même niveau des démarches ou pas? Tout le monde est Ouais. en train de faire de l'écriture ou il y a vraiment un peu de tout? Alors, on était toutes en phase d'écriture, mais vraiment pas au même niveau. Moi, ça fait quelques années que je développe mon projet. Ouais. Et il y avait une personne qui l'avait développé depuis quelques mois. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'était plus de l'ordre de quelques mois, voire un an, mais beaucoup plus court. Donc elle Ok. était plus au stade de concept, on va dire. Et moi, je suis un peu plus loin dans le processus. Et puis après, on avait des unitaires, on avait des séries plus courtes, on avait des séries feuilletonnantes sur plusieurs saisons. Donc voilà, Ouais. on a vraiment des profils différents. Et c'est ça qui est chouette aussi. Bah ouais, carrément. Et donc, c'est parce que c'est un processus très long de faire, que ce soit du court-métrage ou de la série, etc. Donc, il y a toujours ce côté aussi il faut monter quelque chose de solide pour ensuite aller chercher un studio, des financements, des choses qui vont pouvoir le fabriquer. Donc, c'est Ouais, aussi important de préciser que là, c'est vraiment la première partie du truc. Et derrière, il faut encore faire plein d'autres démarches pour trouver comment le construire, en fait. Donc, c'est forcément des projets qui prennent des années, rien ça qu'en prend du en fabrication, souvent. Alors avant, ça peut durer. Des fois, il y a des projets pendant 10 ans, les gens essayent de les monter, etc. Enfin, ouais. ça peut être très long, quoi. Ouais. Ça peut être très très long. Enfin, moi, je reste confiante sur le fait qu'il y a très peu de chances que ça aboutisse à quelque chose, parce qu'à chaque étape, en fait, il faut redemander des fonds. Ouais. Donc, il y a concept, écriture, développement. À chaque fois, il faut redemander des fonds jusqu'au moment où on vend. Et même à ce moment-là, des fois, il peut toujours y avoir des trucs de dernière minute. Donc, c'est vraiment C'est un l'aventure. projet sur le long terme, quoi. Et puis au niveau des financements, donc comme on en parle souvent, il y a le côté CNC, donc le Centre national de la cinématographie de l'image animée, et il y a aussi les régions, parce que par exemple si une résidence est dans tel ou tel endroit, ben, les régions peuvent participer. Enfin, souvent si on veut avoir des aides d'un peu partout et qu'on ait une équipe ou un studio, ben, il faut qu'il y ait par exemple un studio qui est dans telle région, comme ça on a des aides de cette région-là. Et ensuite une autre région avec le son, donc hop, la région aussi. Donc il y a tout un montage comme ça pour Ah essayer ouais, d'avoir des aides d'un peu partout. Et c'est pour ça qu'on peut voir à chaque fois au début, avec le soutien de région 1, 2, 3, il y a des tonnes de trucs pour faire un film ou même une série. Donc c'est très, ouais, c'est très complexe finalement à faire. Donc toi, tu es du côté, ben voilà, tu as un projet à porter et il faut réussir à le construire de façon assez solide pour le présenter ensuite, quoi. ah ouais, c'est vraiment ça. Donc C'est ça. justement, on peut peut-être parler un petit peu enfin un petit peu même plus que ça, mais de ton projet que t'es en train de monter en ce moment. Oui. Donc moi, je porte un projet de série qui s'appelle Anneaux de santé mentale. Donc c'est un projet original, c'est pas une adaptation. C'est une série qui parle de santé mentale aux jeunes, donc les 15-25 ans, et qui Mhm. repose sur un concept plutôt simple. Donc un épisode, un thème, deux histoires. Donc c'est une série d'anthologie, c'est comme une espèce de recueil de courts-métrages Ouais, qui bien sûr aura un aspect sériel, donc on va reconnaître la même unité graphique, on va avoir la même structure, mais chaque épisode aura des thèmes différents. Donc ça peut parler de santé mentale vraiment dans le sens plutôt large. Donc on va parler des troubles psychiques, bien entendu, mais aussi comment prendre soin de sa santé mentale au quotidien. Donc c'est de la sensibilisation, c'est pas de la prévention non plus, parce que je ne suis pas un professionnel de santé, Mhm. mais j'essaye de m'entourer pour pas dire de bêtises et Ouais, faire les ouais. choses bien. Voilà. Ok, donc ça fait que t'as, comment dire, est-ce que ça a toujours été le principe de faire une série ou est-ce que au départ t'avais cette idée-là mais sans savoir trop où t'allais aller? Comment ça s'est consolidé en fait, le format que tu voulais faire, etc. Sur mon temps libre, j'écris aussi une BD, mais ça c'est un webtoon que je garde plutôt pour moi. Mhm. Euh, alors comment ça c'est alors les origines du projet, pardon. Euh, j'ai fait un énorme burn-out qui m'a mis en pause pendant 8-9 mois. Ouais, J'ai traversé une grosse phase dépressive. Et suite à ça, en rentrant en France, je suis allée voir un psychiatre et psychologue et d'autres personnes, et on m'a dit que j'étais potentiellement sur le spectre de l'autisme. Donc là, j'avais 29 ans, c'est un petit choc quand même, parce que, mhm. voilà, j'ai 29 ans, j'ai vécu avec... Bah, c'est vrai que si t'as pas
un contact, un diagnostic, quelque chose, enfin, c'est ta normalité, quoi. Donc tu te dis Ouais, c'est pas, ça. tiens, T'as peut-être. t'as aucune idée de. Donc à partir de ça, je suis allée voir d'autres professionnels de santé. J'ai parlé à des personnes qui avaient un diagnostic d'autisme et tout le monde va à peu près dans le même sens. Donc j'ai pas de Hmm. diagnostic officiel, mais il y a quand même pas mal d'indices, on va dire. Ok. Je sais pas si je vais faire le diagnostic parce que ça prend du temps. Faut que je change de ville pour aller faire le diagnostic. C'est un peu compliqué. Donc pour l'instant, je reste comme ça, on va dire. Euh, et en parlant à des amis de tout ce qui m'était un petit peu arrivé, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mes proches qui étaient concernés par des choses dont j'avais aucune idée. Hmm. Et qu'on était à peu près tous concernés, du coup, de près ou de loin. Si c'est pas nous, c'est forcément un proche, parce que je crois que d'après l'Organisme mondial de la santé, on va y avoir une personne sur 4 qui, dans sa vie, va être touchée par un trouble psychique. Donc Ouais. vraiment, si c'est pas nous, c'est forcément un proche. Et si c'est pas un proche, c'est quelqu'un dans la classe qui se comportait un peu bizarrement. Et avec le recul, maintenant, je sais potentiellement ce qu'avait cette personne et que Hmm. si on avait su ce que c'était, on aurait pu mieux réagir, tout simplement. Donc, de ce constat, je me suis vraiment dit que on avait besoin d'en parler. Et à chaque fois que je parle de travailler sur la santé mentale, il y a plusieurs types de réactions. Ouais. Il y a des gens qui se disent ah trop bien, il faut en parler, c'est vraiment chouette, donc ils sont un peu plus sensibilisés. Et il y a d'autres personnes qui me disent ah oui, c'est pour les malades là-bas, et qui se sentent vraiment en retrait, et on sent que ce sujet les met mal à l'aise. Donc c'est vraiment des gens que j'aimerais chercher Hmm. pour leur juste faire des scènes de vie ou montrer certaines choses, montrer peut-être comment réagir, mais pas de manière trop grosse. C'est pas sorcier. Hein. C'est Ouais, vraiment c'est essayer une de histoire montrer. aussi, etc., quoi. Ouais. Donc voilà. Ok. Et mais comme je travaille dans l'audiovisuel, moi mon but, ça m'a paru assez évident de faire de la série. Parce que mon but c'est vraiment que quelqu'un tombe sur cette vidéo qui dure pas trop longtemps. Donc les épisodes, a priori, je pars sur du 8 minutes. Donc Ouais. deux histoires de 4 minutes dans un épisode environ. Et vraiment de se dire ah ouais mais en fait j'ai déjà réagi comme ça, ou mais en fait si ma sœur réagit comme ça c'est peut-être parce qu'elle a ça, donc peut-être qu'elle l'a pas, mais au moins ça permet de créer une attention dessus, Hmm. peut-être de creuser. Donc mon but c'est pas de faire un cours Ouais. sur les différents troubles, c'est vraiment de se dire ça existe, ça peut potentiellement ressembler à ça ou à ça. C'est pour ça que je pars sur deux histoires. C'est vraiment des histoires croisées qui vont montrer que ça peut prendre une première forme ou une deuxième, et pourquoi pas d'autres, mais j'ai juste pas le temps de le faire, mais c'est Hmm. pour montrer une pluralité et apporter un peu de nuance. Et voilà, je Ok, me suis donc permis. ça reste de la narration et de la fiction qui va Ouais, prendre justement ses bases dans ce qui se passe vraiment dans ces cas-là, mais c'est pas du témoignage enregistré et ensuite animé, etc. C'est vraiment tu écris, ouais. ouais. Je reste dans une écriture collaborative. Donc moi c'est là où c'est un peu compliqué de mon projet, c'est que je suis entre la fiction et le documentaire. Ouais. J'ai toute une partie où je travaille déjà avec un psychiatre, par exemple, et des organismes en fonction de mes besoins, donc j'échange. Mais je leur demande, par exemple, mon épisode pilote, c'est sur la schizophrénie. Quels sont les thèmes que vous voudriez dire en termes de sensibilisation? Donc là, le psychiatre m'a donné plusieurs pistes pour les 15-25 ans. Donc ça, c'est pourquoi 15-25 ans, juste, c'est l'âge dans lequel la plupart des troubles se manifestent et se déclenchent. Donc c'est vraiment un âge assez charnière en psychologie. Ouais. Et à partir de là, je fais aussi des sondages qui sont relus par soit des personnes concernées, soit des personnes aidantes, donc autour, soit des professionnels de santé. Et je partage cet appel à témoignage sur des groupes d'entraide de schizophrénie, en l'occurrence. Et là, je leur demande les plus gros clichés qu'ils veulent casser, les informations qu'ils veulent donner à des gens qu'ils connaissent pas. Donc c'est des Mhm. réponses ouvertes, il y a pas c'est pas pré-rempli. Ouais. Là, j'analyse tout ça, donc ça me prend du temps. Oui, il y a un travail justement de documentaire, etc., de tri. Donc c'est ça qui est aussi le plus long, c'est de savoir qu'il y a toutes ces informations-là. Ensuite, qu'est-ce que je prends comme truc principal et comment je le fais passer par l'image, le son, avec quel. Je pense qu'on parlera peut-être aussi du côté graphique, à quoi ça va ressembler ou à quoi tu penses que ça va ressembler. Enfin, il y a vraiment énormément de questions pour justement, vu que c'est un sujet qui est plus ancré dans la réalité et on veut faire passer une info aussi quelque part, bah faut pas se rater quoi. Donc il y a ce côté, c'est un peu, il faut trouver une balance pour que ce soit intéressant, mais qu'en même temps on dise pas de choses fausses et tout. C'est quand même assez ambitieux sur le côté forme pour que le fond passe bien quoi. Ouais. Ouais.
Bah, au début, je voulais vraiment faire des appels à témoignages un à un au micro, puis en fait, j'allais avoir trop de témoignages et j'aurais pas pu tous les mettre. Donc finalement, Hmm. un sondage déjà, c'est pas mal. Et avec ce qui ressort, j'écris des histoires fictionnelles, mais qui regroupent du coup euh, ce Plusieurs que personnes à la fois, finalement. Ouais. plusieurs personnes veulent dire. Donc là, je sais plus les chiffres du dernier appel à témoignage sur la schizophrénie, mais j'en avais obtenu pas mal, honnêtement. Enfin, j'étais plutôt contente, on va dire. Et une fois que j'ai écrit du coup le scénario, donc ce que j'ai réussi à terminer à la résidence de la Poudrière, j'ai contacté une association, donc la Maison Perchée. Donc c'est une association qui s'occupe plutôt de personnes bipolaires, borderline et schizophrènes. Et 3 personnes se sont portées volontaires pour relire et discuter du scénario ensemble, et elles ont toutes Hmm. validé le scénario. Donc à chaque fois, j'essaye à des moments clés de faire appel et à des professionnels de santé et à des personnes concernées pour vraiment avoir un bon suivi Ouais. et être sûr que, et médicalement parlant, et dans leur expérience et leur vécu, c'est assez juste. Et je suis contente parce que elles ont validé le scénario. J'avoue que si elles Ouais. l'avaient pas validé, j'aurais dû tout remettre en À plat, ouais. question Ouais. mon concept, donc je suis plutôt contente. Et ça, c'était sur un épisode, donc maintenant, il faut que je fasse pareil sur, sur les 9 autres. Donc Ouais. ouais, ça va être lourd. Mais ça va être bien, j'espère. Bah ouais, carrément. Et puis, donc, après, il y a toute la partie graphique, comme on dit. Donc, est-ce que tu travailles ça sur la globalité, comme tu disais que tu veux une unité graphique et tout ça? Est-ce que tu as fait du. Enfin, est-ce que c'est toi qui fais tout, de ce que je comprends, c'est toi qui fais toute la partie graphique et tout aussi, en tout cas pour ce que tu vas présenter. Donc, il y a tout ce travail-là. Comment est-ce que tu procèdes? Est-ce que tu as plein de références graphiques là-dessus? Est-ce que tu as eu plein de pistes différentes? Est-ce que tu vois à peu près où tu vas aller ou pas? Ok. Alors du coup, non, c'est pas moi qui me charge de la partie graphique parce que Ah, d'accord. un énorme syndrome de l'imposteur. Ouais. Et j'ai essayé de faire des choses, mais je crois que c'est aussi un des trucs, il faut faire. Et j'ai oublié la phrase, mais le meilleur est l'ennemi du bien ou un truc comme ça. Ouais, le mieux est l'ennemi du bien, un truc comme ça. Je Ouais, suis c'est pas ça. sûr d'avoir compris cette phrase complètement, Ah, mais ouais. et ben en fait, si tu cherches vraiment la perfection, tu sortiras jamais rien. Parce que Oui, d'accord, ok. voilà, tu cherches toujours à peaufiner. Si par exemple tu fais une BD, arrivé à la page 50 sur 100, tu te rends compte que la première page, entre-temps, elle est pas bien. Donc en fait, il faut que tu recommences Hmm. tout en permanence et tu sortiras pas. Et autant y aller. Je dis ça, mais c'est quand même pas moi qui m'occupe des Ouais. graphismes. Ah, moi, C'est j'ai retenu Alexandre. la phrase le plus simple, le fait est mieux que parfait, un truc comme ça. J'avais entendu ça quand Ah j'étais ouais, petit. c'est Donc, vraiment pour moi, ça dans résume la le truc. veine. Ouais. Ouais. Ah ouais, ben voilà, on est dedans. Et du coup, pour la partie graphique, j'ai demandé de l'aide à Alexandra Petit. C'est l'image de couverture où on sent un petit peu le mood que j'aimerais bien donner. Mhm. Donc ça reste des recherches. Euh, et je suis plutôt contente parce que j'aimerais quelque chose qui parle plutôt aux jeunes, donc plutôt sensible et plutôt joli. Je voulais qu'on reconnaisse des traits physiques. Donc, ça peut être des taches de rousseur, ça peut être un grand front, ça peut être des cicatrices ou une coupe de cheveux spécifique. Je veux pas que tous les personnages se ressemblent. Je veux Ouais. vraiment qu'on puisse se dire, eh bien, en fait, C'est tout le monde, quoi. Hmm. oui, voilà. Si la personne sur le lit ressemble à ma sœur, je peux me dire, mais en fait, si elle ressemble à ma sœur, peut-être que ma sœur peut être concernée. Hmm. Donc Et voilà, c'est ça c'est vrai que vraiment. juste au niveau des physiques montrées, donc il y a le côté aussi d'aller, enfin, à quel point on va vers du réaliste ou vers du stylisé, à quel point on est entre les deux. Ça pourrait être quelque chose de très, comment dire, pas déformé, mais de très simplifié, etc. Là, on est un peu dans un entre-deux qui fait qu'on va pouvoir avoir une animation assez réaliste aussi dans les mouvements, etc. Enfin, c'est ce que j'imagine en voyant les images. Oui, j'aimerais bien partir dessus. Le problème, c'est que alors j'ai eu plusieurs avis, j'ai les Ouais. auteurs qui me disent oui, vas-y à fond, suite au concept et go. Et forcément, il y a le côté producteur qui est en mode ah oui, mais ça va coûter cher, tout ça, faut faire un peu attention, donc faut que je jongle un peu entre les deux. Hmm. Comme déjà j'ai 2 histoires par épisode et que j'ai 10 épisodes différents, ça fait 20 histoires. Et à Ouais. chaque fois, on sera dans de nouveaux lieux, donc il n'y aura pas de réussite possible. Oui, et puis nouveaux personnages aussi, donc C'est il ça. y a Et tout ça. nouveaux personnages, et à chaque fois, comme c'est une discussion, il y a un minimum 2 personnages par discussion. Ouais. Donc Ouais. ça fait. Donc 4 personnages par épisode, et après tu multiplies. Ouais. C'est ça. Donc, alors, pour renforcer l'aspect serial et pas juste avoir une anthologie de courts-métrages, j'aimerais bien faire en sorte que certains personnages d'un épisode reviennent,
dans un autre épisode, mais pas dans le même rôle. Et si jamais c'est le protagoniste d'un épisode, il sera pas du tout protagoniste, il pourrait être un ami ou une sœur ou un soutien ou juste passer pour qu'on se rende compte aussi que des fois on peut être pas bien, mais qu'un autre jour c'est complètement invisible et que ça se passe bien. Parce que la plupart du temps, on n'est pas toujours en crise en permanence. Et la plupart du temps, ça marche. Donc on parle du fait qu'ils vont discuter et tout. Est-ce que c'est une discussion et donc toute l'histoire c'est ça? Ou est-ce qu'il va y avoir l'illustration de ce dont il parle? Est-ce qu'il va y avoir d'autres scènes, etc.? Alors, il va pas y avoir que des discussions. Moi, j'essaye d'aller vraiment dans la narration et de la mise en scène sensible. Donc, je vais essayer d'être avec les personnages. On va vraiment être avec eux et ce qu'ils vivent. Et à un moment de l'épisode, pour les deux histoires, je vais essayer de faire ce que j'appelle des métaphores visuelles. Donc, je vais me servir vraiment du médium de l'animation cette fois, et pas juste de la mise en scène pour, par exemple, isoler un personnage ou montrer un malaise. Je vais essayer de rentrer dans ce qu'elle ressent. Donc, ça peut être un personnage qui s'enfonce dans le sol, ça peut être quelque chose d'oppressant qui vient. Donc, ça va être la partie un peu plus libre de l'animation. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ce projet de base, il peut se faire aussi en filmant des gens. Donc, j'imagine aussi, c'est parce que voilà, pareil, moi, si je fais un projet, je pense que ça va tout de suite partir sur du dessin et de l'animation, parce que c'est ce qu'on fait, quoi. Mais je sais pas si tu as eu aussi cette question que d'autres gens t'auraient posée ou quoi, est-ce que tu le fais en animation ou pas et tout. Ouais. Alors pour moi, l'animation, en effet, c'est parce que je travaille dans l'animation, mais j'ai vraiment réfléchi, pourquoi pas juste du live. Alors déjà, ça me poserait des problèmes vu que les histoires sont fictives. Donc ce serait des acteurs. Donc ce serait des... Ça veut dire direction d'acteur et tout, enfin il y a tout un truc. Ça veut dire direction d'acteur, est-ce que je prends des personnes concernées ou non? Et si c'est des personnes concernées, pourquoi je raconte pas directement leur histoire? Dans ces cas-là, c'est du documentaire pur. Ouais, et ça voilà. te fait aller en cheminant le truc, tu vois que ça marchera pas quand même. Et du coup, c'est bien le documentaire, j'en ai vu plein, mais ce qui me manque dans le documentaire, on va dire, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne et on croit que, par exemple, la schizophrénie, c'est juste ça. Et là, moi, dans mon appel à témoignage, comme j'ai vraiment plusieurs voix qui montent et que je prends les réponses qui ressortent le plus, je peux témoigner pour plus de personnes en même temps. Du coup, c'est pour ça que je parle d'écriture collaborative. Et l'animation, ça permet d'incarner ce que beaucoup de personnes vivent dans des persos qui n'existent pas, mais qu'on va prendre juste à un moment spécifique de leur vie et qui peut résonner sur plusieurs personnes. Et tu peux aller plus loin aussi, comme tu disais, dans le côté visuel, tout bêtement, quand tu peux faire des choses pas forcément impossibles à filmer, mais plus difficiles à filmer, avoir des choses plus métaphoriques, comme tu dis, des choses qui bougent bizarrement, un style graphique qui d'un coup va devenir, j'en sais rien, des gros coups de crayon, des choses comme ça. C'est ça. Ouais, c'est vraiment tu peux tout faire, quoi. Ouais. Donc ça c'est les petites pastilles que j'imagine. Pour l'instant, je sais pas encore quelle forme elles vont prendre. Dans l'idéal, j'aimerais qu'il y ait un animateur / réalisateur qui vienne par épisode et qui anime ça. Donc ce sera écrit dans les scénarios, donc ce sera pas une carte blanche non plus, mais par contre, avec la base de ce que la personne doit raconter graphiquement, elle pourra utiliser ce qu'elle voudra. Donc ça serait l'idéal. Maintenant, les producteurs m'ont dit que ça serait vraiment très compliqué. Parce qu'il faut ça fait vraiment faire plein de courts-métrages, que chacun ait un court-métrage à faire, quoi. Non, ça c'est juste pour la partie métaphore visuelle. Tout le reste sera animé plutôt dans le style d'Alexandra Petit. Ça c'est des petites pastilles, hein, ça va durer entre 10 et 30 secondes peut-être, en fonction de l'épisode. Et c'est là que le style peut-être pourrait changer. C'est ça. Là, le style change pour qu'on montre vraiment que cette fois on est dans un autre monde, on est dans... Alors moi j'appelle ça l'univers physique et l'univers sensible. Le physique, c'est vraiment le quotidien de tout un chacun. Et le sensible, c'est ce qu'on peut ressentir à l'intérieur. Et c'est ça que je vais mettre en image. Ou alors, je prends un animateur-réalisateur qui anime ces petites pastilles, mais qui est assez polyvalent. Ouais. Voilà. Donc ça serait peut-être la solution entre deux qui permettrait de montrer une rupture graphique entre le monde normal, on va dire, et le monde intérieur. Et ça serait peut-être plus simple aussi en termes de pipeline, d'organisation, de communication et de tout le reste, Ok, donc c'est important aussi, je trouve, de dire que dans des projets comme ça, il faut toujours trouver des sortes de compromis. On va pas avoir beaucoup forcément de budget. Le court-métrage, de toute façon, les choses qui sont pas énormes, que ce soit un long-métrage ou alors une série sur quelque chose de connu ou alors qui peut parler à énormément de gens, le budget sera forcément moindre. Donc il va falloir jongler avec ça pour avoir un truc qui fonctionne tout en étant pas trop cher.
Il y a vraiment beaucoup de questions à se poser. Ouais. Ah ouais, ouais. Ben, ouais. C'est vraiment la partie un peu compliquée où on doit jongler entre ce qu'on a vraiment envie de faire et la Mhm. réalité de la chose qui fait qu'on est obligé Ouais. de, ouais, de faire marcher les deux ensemble, quoi. Et donc au niveau graphique, la personne qui fait justement ces images-là a déjà produit je sais pas, des caractères design autres, etc. Hop, alors attends, un petit terme pour un petit modèle sheet pour Louise, l'une des protagonistes de l'épisode sur la schizophrénie. Et je suis en train de voir comment intégrer. Là, je réfléchis plutôt sur le background, quelle direction artistique on peut partir sur quoi. Donc là, Ouais. c'était bien parce que ça me permettait d'illustrer aussi un peu l'épisode pilote, parce que c'est toujours dur de venir avec un épisode qui est scripté et de le donner aux gens. C'est mieux si on a des images. Et donc, Oui. c'est pour ça que là, les choses sont encore un peu changeantes et évoluent. Mais voilà, là, c'est un premier design de personnage qu'on peut retrouver sur la couverture de. Oui. Et là, t'as pas forcément je sais pas à quel point t'as un délai de, voilà, à tel moment, il faut que ce soit tout développé, parce que le développement visuel, ça peut vraiment durer longtemps, parce qu'il faut trouver quelque chose qui fonctionne, et parfois on se dit, bah voilà, la piste c'est ça, on essaye, on fait un test d'animation ou quoi, ça marche pas, faut refaire, c'est toujours des allers-retours, quoi. Et ben, comme je travaille toute seule pour l'instant, je j'ai pas vraiment de deadline. C'est Ouais. plutôt quand j'arrive à trouver du temps pour. En ce moment, ça va. Et je vais bientôt reprendre le travail, donc forcément, je vais essayer de lever le pied. Mm. Surtout que depuis le burn-out, dès que je travaille un peu trop, je sens très vite que ça tire. Et enfin, faut que je m'arrête assez vite. Donc, faut que je Ouais. jongle un peu entre les deux. Et du coup, aussi une troisième résidence que j'ai pas encore débutée, c'est la Maison des auteurs à Angoulême, Mm. où là, je vais pouvoir vraiment travailler dessus de manière plus prolongée. Et ça va durer Euh, combien de temps? j'ai été prise pour un an. C'est la durée Ok. que j'avais demandé. Je vais voir comment m'organiser autour de ça. J'ai jamais fait une résidence aussi longue. Ouais, là, ça commence à être Ouais, c'est long. Je vais vraiment voir comment ça se passe. J'avais demandé à la décaler un petit peu en fonction de mon travail pour que je puisse pas mobiliser une place pendant que je serai pas là et que je serai en train de travailler. Donc Mm. je vais voir comment ça se passe Ouais. Donc à une ce moment-là. résidence, c'est pas forcément t'y es tout le temps. Tu peux avoir quelque chose à côté et ensuite venir tel ou tel moment. Parce que tu dis que tu vas travailler à part, c'est ça? Ben, j'ai demandé à décaler la date d'entrée. Normalement, c'était février. J'ai demandé plutôt en été. Parce que si Ok. je travaille, ça m'embêterait de prendre la place de quelqu'un Mm. sans pouvoir y aller. Ouais. Mais peut-être que finalement, en été, j'aurai du travail et que je vais jongler entre les deux. Mais j'aimerais bien Ok. me consacrer à plein temps sur le projet. Donc pour l'instant, j'ai prévu d'y aller en plein temps. Ouais. Mais en un an, j'imagine que je retrouverai peut-être du travail. Donc je vais essayer d'alterner. Ok. Ouais. Et il y a un truc que je me demande, c'est par rapport aux voix. Est-ce qu'il y aura une personne différente pour chaque personnage? Enfin, je sais qu'il y a parfois des séries ou des courts-métrages où il y a une voix off qui fait tout. Et finalement, on voit les choses avec plusieurs personnages, mais c'est une seule voix off qui Ah ouais. raconte tout. Donc là, tu auras vraiment une personne à chaque fois. Dans l'idéal, j'aurai une personne à chaque fois. Après, il peut y avoir le même comédien s'il arrive à jouer d'autres personnages, Hmm. ce sera pas un souci pour moi. Mais j'essaie de rester dans quelque chose d'assez, je pourrais dire naturaliste, Ouais. dans le sens où on est vraiment au maximum possible dans la réalité, dans le concret. Donc ça pourrait être des scènes qu'on pourrait vivre. Donc Hmm. vraiment, il y aura pas de BO spécifique. Donc s'il y a de la musique, c'est parce que j'ai oublié le terme, il y a un terme pour ça. Intradiégétique, Ouais, c'est peut-être. ça. Donc les personnes entendront la musique. Ce sera vraiment des dialogues que les personnages pourront avoir. Il y aura Hmm. pas de voix off. Donc on est vraiment. Je vais juste m'occuper de la mise en scène, de la composition pour faire passer le message que je veux. Mais je vais Ouais. être au maximum dans la narration et dans ce que vivent les personnages. Ok. Et pour l'instant, on n'en est pas encore dans le côté trouver des gens, etc. J'imagine ce sera plus tard. Ah Pour le ouais, côté non, comédien, ce ouais. sera plus tard. Là, je suis vraiment. Le prochain chantier que je vais faire, c'est développer les synopsis des autres épisodes. Donc, j'ai déjà Hmm. des pistes, mais ça me prend énormément de temps comme je dois me documenter de nouveau sur
tous les différents thèmes. D'autres, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Et je vais aussi, j'aimerais bien partager un sondage sur les thèmes qui intéressent le plus de personnes. J'en ai déjà fait un en interne auprès de mes proches. Et j'aimerais bien ouvrir cet appel à témoignage à d'autres personnes pour vraiment savoir, mais cette fois, vraiment tout le monde, aussi bien des professionnels de santé que juste un particulier qui a envie de donner son avis sur les thèmes qu'il connaîtrait pas, ou alors justement il est concerné, il aimerait bien que ce soit mis en avant. Ouais. Donc voilà, j'en profite pour dire que j'ai une page Instagram qui s'appelle aussi À notre santé mentale, donc tout attaché. Et là, je vais partager notamment des appels à témoignages, des sondages. Donc si vous voulez participer à l'écriture collaborative de ce projet, donc c'est vraiment la base et le cœur du projet, n'hésitez pas à répondre ou à partager ce genre de sondage. Moi, Ouais. plus j'ai de retours, plus je vais pouvoir faire quelque chose de pertinent en fait. Bah, je mettrai de toute façon le lien vers ça, etc. On verra aussi au moment où ça sort, mais il y aura Ouais. forcément encore de l'écriture en route, je Ah pense, oui, je pense. à ce moment-là. Et autre chose par rapport au son, bah pareil, c'est un peu plus lointain, mais de ce que je visualise un peu avec l'image que tu as montré, tout ça, je me dis qu'il faut aussi, enfin, le sound design serait aussi très important pour montrer justement les présences en cinéma, tu vois, les bruits de vêtements, les bruits de toucher ou quoi, des choses comme ça, pour donner ce côté réel, tu vois, tangible, etc. Donc, est-ce que c'est un truc aussi que tu as déjà un petit peu étudié, pensé là-dessus? Est-ce que tu as une vision un peu de ce que ça donnerait? Ben, je crois que c'est à peu près ça, hein. J'aimerais Ouais. bien, en effet, que ce soit immersif au possible, donc que les bruits, je sais pas s'il y a quelqu'un qui ouvre de l'eau dans un robinet, on entend vraiment le bruit. Si la personne mange, on entend vraiment tout ça. Donc après, ça dépendra de si justement la personne est par exemple autiste et elle a l'hypersensibilité au son et que le son prend trop la place, là, on va jouer avec. Hmm. Mais sinon, voilà, je vais faire en sorte que tout serve le propos et tout soit cohérent. Donc là, t'as le premier épisode qui est complètement écrit et tu passes sur les autres. C'est ça le prochain. C'est ça. Sachant Ok. que ben, je continue toujours d'affiner le dossier pour on comprenne ce qui se passe. Dans la structure narrative, notamment sur le déshistoire, parce que j'ai eu Hmm. beaucoup de retours dessus. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment le cœur de mon projet de montrer qu'il existe plusieurs manifestations possibles. Donc ça peut être aussi bien différentes étapes dans un trouble, ça peut être tout simplement qu'un trouble peut prendre plusieurs formes. Donc, par Hmm. exemple, le spectre de l'autisme, c'est un spectre, donc vraiment, on n'est pas obligé de cocher toutes les cases, on peut en avoir certaines et pas d'autres, et à différentes échelles. Et ça peut être des points de vue. Donc, par exemple, sur l'épisode de la schizophrénie, la première histoire, c'est la protagoniste est schizophrène. La deuxième histoire, elle est du point de vue d'une personne qui rencontre une personne schizophrène. Et elle va avoir beaucoup de clichés en tête qui vont venir. Et en Hmm. fait, on va se mettre de son point de vue et comment bien réagir, enfin, comment gérer avec tous les clichés qu'on a en tête. Donc voilà, le fait d'avoir deux points de vue, c'est vraiment le concept de la série pour moi. Ouais. Et donc je travaille dessus, sur les synopsis, et l'épisode pilote, je pense qu'il va être retravaillé un petit peu aussi, parce que comme à chaque fois, on a un premier jet, puis on l'affine avec le temps. Moi, je suis pas scénariste non plus à la base, donc j'ai travaillé l'écriture, hein, je me suis renseignée, mais c'est pas mon cœur de moitié. Je sais que je peux faire des lignes de dialogue plus subtiles sur certains points, Hmm. et pareil, je continue de le faire relire. Oui, de toute façon, enfin, il y a carrément un rôle à part, les dialoguistes qui Ouais. vont prendre un scénario et ensuite eux vont essayer de rendre tout ça soit naturel, soit dans le bon ton Ouais. par rapport au film. C'est vrai que ça, c'était un truc qui m'avait un peu étonné quand j'avais vu ça il y a longtemps, bien sûr, mais dans les génériques et tout. On voyait histoire de machin truc, ouais. Et ensuite scénario de machin, dialogue de truc. Et tu vois que c'est pas les mêmes personnes, en fait, l'histoire, le scénario et les dialogues, alors que t'as l'impression au départ que c'est juste, voilà, t'écris, t'as tout fait, quoi. Ouais, pas du Ah tout. ouais, non, non. C'est beaucoup plus compliqué, mais ouais. Et oui, il faut que je m'entoure de personnes qui sont compétentes dans ce domaine. Moi, je fais le tri dans les sondages, je sais ce que je veux raconter, je fais relire, je organise tout ça. Je fais le plus gros, enfin, je pose la structure, on va dire ça Hmm. comme ça. Et ensuite, ouais, il faut clairement qu'il y ait du retravail dessus. Ouais. Ça se tient, on voit où je veux en venir. J'arrive à mettre des touches d'humour aussi parce que je veux pas que ce soit un sujet lourd. Je Hmm. veux vraiment que ça se regarde assez rapidement et facilement. Mais faut fluidifier tout ça, quoi. Ouais.
Et est-ce que tu as aussi le côté pitch? Est-ce que tu as des choses que tu voudrais dire là-dessus? Et est-ce que tu as déjà été le pitcher à des endroits ou des choses comme ça ou pas? Alors j'avais été sélectionnée au Festival de Rennes, Hmm. festival d'animation, où j'ai pu le pitcher sur scène. Alors c'était un peu le baptême du feu pour moi parce que c'était vraiment le premier pitch et en fait ben, c'est devant une salle, Ouais. vraiment dans un amphi où c'était très impressionnant. C'était pas mon meilleur pitch et entre-temps le concept a beaucoup évolué. Hmm. Donc c'était pas le meilleur, ouais. Et j'avais quand même eu la chance d'être encadrée par une professionnelle pour qu'elle m'aide, et heureusement, parce que sinon, je pense que ça aurait été vraiment, vraiment Ouais. catastrophique. Euh, j'ai pu pitcher à des professionnels après la résidence de la Poudrière, parce qu'on a une journée avec de rencontres avec des producteurs. Alors maintenant, ça a changé, c'est plus vraiment une journée de pitch, c'est plus une journée d'échange et de rencontres, mais on a pu Hmm. échanger et s'entraîner aussi un petit peu à ça. Donc ça, c'était chouette. Parce que c'est vrai que c'est un exercice particulier parce qu'il Ouais, c'est faut, vraiment... en assez peu de temps, c'est C'est ça. vraiment une histoire de, enfin je sais pas exactement, mais c'est une histoire de 5-10 minutes des fois, donc ça peut être C'est ça. très resserré. Ben, là, c'était à la Poudrière, c'était spécifique parce que c'était aussi une restitution de la résidence. Donc, on devait aussi parler de ce qu'on avait fait en résidence. Donc, il n'y avait pas que le pitch. Ouais. Donc, ça durait un peu plus longtemps. Je pourrais plus dire le nombre de minutes. Mais ouais, c'est vraiment un exercice à part. Faut vraiment s'entraîner, faut s'enregistrer, faut le faire devant des amis, Hmm. faut mettre un chrono aussi. Ouais. Et ben, moi, Bah, je suis pas très à l'aise. c'est une sorte d'exposé quoi, mais Ah ouais, dans mais il la faut vie être adulte. vendeur. Ouais. C'est un exposé où faut vraiment vendre son projet. Donc, soigner, faut y croire, mais il faut être aussi à l'aise à l'oral. Hmm. Faut avoir un bon rythme. Voilà, c'est un exercice à part entière, vraiment. Et pourquoi l'importance des pitchs? Parce que c'est justement dans le genre d'événements type Annecy, type Festival de Rennes, il y a plein de gens qui sont du métier, qui cherchent aussi des projets à encadrer, etc. Donc en fait, le but, c'est de trouver avec qui on va travailler potentiellement pendant les 2 ans qui viennent ou quoi. Donc il faut réussir à convaincre, et si on a un projet très solide et une présentation un peu moins solide, ben, ça peut vite gâcher un truc qui en fait était bien. Donc C'est ça. c'est vraiment un gros truc à faire, ouais. Il y a un petit peu ça en board aussi. Donc, Ouais. notamment pour les longs métrages où moi je dois pitcher. À Cartoon Network, on le faisait aussi. Je crois qu'en France, j'en ai parlé à des amis boarders, ils le font pas trop. Donc Mais vraiment le côté tu présentes en disant là il se passe ça, c'est ça? bah, en fait, c'est même pas ça. Tu joues la scène comme avec le timing que tu veux, tu fais les bruitages. Hmm. Et justement, il faut pas que tu sois une voix off, faut que tu apprennes les lignes de dial par cœur Ouais. et que tu les joues avec l'intonation que tu veux. En fait, il faut Donc c'est le que... fameux truc qu'on voit dans les making-of Pixar et tout, où ils sont Ouais, avec leur bâton en disant bah bah bah, et puis il se c'est passe ça, ça. et puis ils sont à fond dedans et tout. C'est vraiment à Ouais, l'américaine où donc moi je le fais en board. Et c'est pas le même genre de pitch du coup, parce que t'as pas un ouais, concept à présenter, mais faut que ce soit un minimum immersif et faut que t'emmènes les gens là où t'as envie de les emmener. Si ouais, tu as ta vision de la scène, bien entendu, t'en as parlé avec le réal avant, ou alors il t'a dit sa vision, mais toi il faut que t'arrives à rendre ça crédible et bien et que ça ressemble au maximum à ce que ça peut ressembler une fois hmm, qu'on aura l'animation, il faut que ça ressemble à ça. Donc par ouais, exemple, puis moi je time pas, ouais. mais il y a une idée du rythme que je veux parce que ça enregistre mes pitchs. Quand t'es dans le métier, ça va parce que les gens savent ce truc-là. Mais quand on montre des choses d'animation dans les premières étapes à des gens qui connaissent pas, Ah oui, souvent c'est des choses qui sont bah, c'est pas comme le film final, donc il y a un côté pourquoi c'est comme ça, ah tiens c'est des dessins très rapides ou quoi, et il y oui, a toujours une sorte d'incompréhension de ouais, mais l'animation au début c'est comme ça, et ensuite on rajoute des choses, et ça peut être difficile de faire passer une histoire avec les premières étapes. Juste on a un dessin, on a une séquence de 1 minute en dessin un peu rapide pour dire après ce sera mieux, mais concentre-toi juste sur la narration. et c'est ça. Des fois c'est pas Concentré sur évident, l'histoire, surtout sur quand on le montre rythme. ouais, c'est Et ça, ouais, quand on montre à l'entourage ou quoi, c'est pas toujours facile de faire comprendre que non, mais c'est normal, concentre-toi juste sur est-ce que l'histoire marche et tout, quoi. ah oui, oui, ils sont un peu perdus, mais Hmm. après ils comprennent peut-être comment Ouais, ça se voilà. fait. Et bah, je sais pas s'il y a quelque chose d'autre que tu voulais évoquer sur ce projet-là ou sur la suite ou des choses comme ça. Je peux peut-être partager un test d'anime. Donc ça, c'est un ami, c'est Thibaut Adam, un animateur vraiment très très fort, et Letty Emerio qui a fait le BG derrière. Hmm. Donc c'était vraiment pour tester l'animation sur
sur un design au trait aussi sensible qu'Alexandra Petit. Mais je sais pas si c'est très pertinent non plus parce que là, par exemple, pour le BG, on est en train de changer totalement de direction. Mais Ouais, ok. ça peut être un premier truc à montrer, je sais pas du tout. Bah ouais, carrément, parce qu'en fait, justement, c'est bien de montrer qu'il y a toutes ces phases de test aussi. Ah ouais. Est-ce que la ligne sera tremblante ou pas? Enfin, il y a plein de trucs, en fait, auxquels on pense pas forcément quand on n'est pas dedans, mais Ouais. tout est une question où il faut répondre et rien n'est fait au hasard. Là, je pense qu'on a fait pas mal le tour de ce sujet. Donc, je sais pas si tu parlais de donner des conseils aux gens qui voudraient faire ça, etc. Oui. Alors, quel conseil je peux donner? Je peux vous dire de vous entraîner déjà. Peut-être pas partir sur le projet de votre vie directement en crash Mm. test. Peut-être faire des projets plus courts, réalisables plus vite, juste pour voir est-ce que vous comprenez toute la pipeline, comment on cherche des fonds, parce que le premier dossier qu'on va faire, ce sera pas forcément le meilleur vu qu'on n'a pas d'expérience dedans. Essayez de bien vous entourer aussi, que ce soit des professionnels de l'animation ou juste des proches qui vont vous faire des retours. Mm. Ça, c'est vraiment, vraiment important aussi. Bien se documenter. Donc, se renseigner sur les aides possibles, bien noter les dates parce que les calendriers, à chaque fois, moi Mm. j'ai loupé plusieurs aides ou plusieurs Oui, ça demandes dépend parce que des choses auxquelles on postule. Et comme tu dis, les dossiers, il n'y a pas forcément le même nombre de pièces à mettre dedans. Enfin, enfin, à j'ai jamais chaque eu fois, affaire il y à a ça, mais des, c'est toujours, enfin, il faut vraiment regarder spécifiquement pour ce truc-là, il faut faire ça, bien faire les choses, il faut être organisé, bien un lire les minimum ou se faire règlements, aider si besoin, quoi. c'est ça. Faut vraiment croire à son projet. Faut Mm. vraiment avoir la déterre parce que de toute façon, c'est des projets sur le long terme. En tout cas, là, moi, je vais parler que de la série. Moi, Ouais. j'imagine que le court-métrage, c'est pareil, le long-métrage aussi, hein, ça doit être encore plus long, je ne sais pas. Pensez à lever le pied aussi, parce que travailler Mm. sur des projets perso le soir, en plus d'un travail à plein temps, ça peut être vraiment fatigant. Et le but, c'est pas de se dégoûter non plus. Et des fois, faire une pause et revenir avec un œil plus frais, ça peut être vraiment bien aussi. Et surtout de prendre le temps qu'il faut aussi. Je sais que moi je fais un court-métrage en perso justement sans avoir un encadrement ou quoi que ce soit. Et je sais qu'il va durer 4 minutes, j'ai mon animatique et tout. Mais je suis sur les recherches visuelles de à quoi ça va ressembler, est-ce que ça va être un mélange de 2D et 3D, je suis en train de tester des trucs. Et j'avais l'impression que ça allait plus vite, que ça allait aller plus vite que ça justement. Et Ah oui. que finalement non, et en fait ça va prendre plus de temps que ce que j'imagine rien que pour savoir à quoi ça va ressembler. Et que c'est pas grave parce qu'il n'y a pas Oui, il n'y a il pas n'y a de... pas d'attente, en tout cas dans ce projet-là. Enfin, j'en parle sur la chaîne ou quoi, mais il y a pas un budget de tu dois faire ça à telle date et tout. Donc autant ne pas se mettre trop de pression non plus là-dessus. Mais quand même avoir une sorte de cap pour se dire à la fin de l'année prochaine, il faut que ce soit peut-être fini ou quoi, d'essayer d'avoir un but. Mais si c'est pas vraiment notre métier et qu'on n'est pas à plein temps dessus, on peut pas faire aussi vite. C'est normal, quoi. Faut Oui, faire oui. attention à Non, ça. non, mais c'est vraiment ça la mentalité, c'est de peut-être d'avoir un calendrier global ou avoir des mini deadlines pour se motiver et se donner un Mm. cadre. En tout cas, moi, je sais que j'ai besoin de cadre. Ouais, Mais si on n'arrive pas ou s'il y a eu des imprévus ou si ça prend plus de temps, c'est absolument pas grave. c'est ça. C'est un équilibre pas toujours facile parce qu'on Ouais. on a vite fait de juste. Bah, c'est pas grave, c'est pas si important, et puis finalement on le continue pas. Donc il faut quand même réussir à le faire sans se donner trop de pression, et c'est là où c'est pas facile Ouais. à tenir, je trouve. Mm. Mais enfin, je fais une parenthèse, mais je sais pas si tu connais, il y a des bourses comme Art Brutal où tu pourrais peut-être postuler. J'ai déjà entendu parler de ça, mais pareil, j'ai pas vraiment de renseignements poussés sur comment faire. Je crois que Faudrait que je regarde. leur site est pas mal, je pourrais te l'envoyer. C'est vraiment pour un court métrage et je crois que c'est pour un premier court métrage. Et Ok. il y a aussi des aides. Alors, il y a des aides pour des résidences pour un peu tout et n'importe quoi. J'ai même vu une résidence où ils demandent spécifiquement. euh, alors, c'est une série où il y a 5 épisodes de 2 minutes dans le même décor. Donc, vraiment, des fois, ça peut être très Ouais, c'est contraignant. très précis. Mais des fois, c'est que pour des gens qui n'ont absolument aucune formation ou diplôme en audiovisuel. Des fois, ça peut être que pour les gens d'une certaine école. Donc, par exemple, Mm. typiquement la poudrière. Enfin, vraiment, il y a de tout. Et ça prend beaucoup de temps de creuser, mais ça peut valoir la peine. Parce que Ok. avoir des fois un peu d'argent, ça permet de payer des gens pour des domaines qu'on maîtrise pas, comme le son, notamment, Ouais. ou des comédiens de doublage, ou ça permet d'avoir un logo ou, ou de se faire peut-être un peu plus connaître et diffuser par la suite. Donc voilà, Ouais. ça peut valoir la peine de regarder. Ouais, bah il faut que je me renseigne là-dessus parce que je sais que ça, je pense que je vais le laisser dans la discussion parce que justement Ouais, c'est intéressant. Je sais que moi aussi, il y a notre entreprise à côté, justement, où on fait Calipeg et tout, ouais, et potentiellement, ça pourrait aussi injecter un peu d'argent dans le côté aller prendre quelqu'un pour le son et tout ça. Donc j'imagine que c'est une sorte d'entre-deux qu'il va falloir que je trouve. Est-ce que la boîte sera une sorte de producteur du court-métrage? Ça, je sais pas encore, pour l'instant, je le fais de mon côté.
mais il y a plusieurs pistes à explorer comme ça. Et justement, le côté juste faire un petit bout, en tout cas un début de projet, et ensuite aller le présenter, je trouve que c'est vachement bien à partager pour les gens aussi. Le côté juste Ouais, aussi. écrivez un truc, faites vos premières images et tout ça. Et il y a peut-être des gens à qui ça va parler. Si vous le partagez quelque part, il y a sûrement aussi des sortes de concours, peut-être plus amateurs, ou des festivals où on peut montrer un peu n'importe quel projet, peu importe d'où on vient. Donc Ah ça oui. existe peut-être aussi ce genre de truc-là, Ah, si, le si, faire si, même en associatif et tout. ça existe. Ben, par exemple, je crois que c'est le festival de cinéma d'animation à Saint-Laurent-le-Minier où j'avais fait la Ok, première résidence. Je crois qu'il y a il y a des courts-métrages faits par des amateurs, on va dire, ou des personnes en tout cas sans société de production. Hmm. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Je pense qu'il y en a un qui est en train de se faire à Angoulême. Alors, c'est le Finca, un truc comme ça. J'ai pas envie de Ok, dire de bêtises, mais en tout cas, il y a d'autres festivals où on peut clairement participer de, de son côté. Et ça, c'est ouais, chouette parce qu'on peut être soit invité, donc, soit échanger. Enfin, voilà, on peut. Et d'autres personnes peuvent voir le film. c'est ça. Donc en fait, faut pas forcément se focaliser sur les grosses productions, etc., qui se font, ou alors les choses plus construites. Parfois, on peut faire un truc de son côté Ah oui. Ah et non, on qu'on peut puisse même, complètement. enfin justement, parce que je sais que beaucoup de gens aussi qui regardent la chaîne sont juste ont envie de faire de l'animation sans trop savoir, en se disant il faut forcément avoir un truc de fou et tout. Pas Hum. forcément, quoi. On peut montrer des choses même qu'on fait comme ça, quoi. Ah, on peut complètement montrer des trucs qu'on fait comme ça. Mais même dans les gros festivals, j'ai l'impression que peut y avoir des choses qui sont vraiment faites par une seule personne Mm. et on Ouais. peut totalement participer. Euh, dans les ressources, il y a le film Free Film Away. Attends, je vais regarder. Ah oui, Filmway. Je crois que c'est juste Filmway. Ouais, c'est Ouais. Filmway où il recense pas mal de festivals. Je crois qu'il y a juste aussi Animation Festival, un site qui s'appelle comme Mhm. ça, qui recense tous les festivals d'animation. Ouais. Donc on peut Bah pour ça, potentiellement. il y a une vidéo avec François Balanant que j'avais fait. Ah, Il était étudiant à IRTUP et donc il a participé à des festivals. Et ouais, il parle vers la fin il a fait tel site internet, il y a ouais, même plusieurs pays, etc. Parce qu'en fait, c'est ça. il y a des choses gratuites et des choses où on paye des sortes de crédits pour ensuite envoyer Ouais, son film. Et il y a plein de petits festivals partout. Rien qu'en France, il y en a déjà pas mal, mais aussi ouais, c'est ça. dans d'autres pays d'Europe. Enfin, c'est assez facile maintenant, on va dire, par rapport à avant, pour juste envoyer son fichier Oui, et oui, voir une ce qui fois se passe, quoi. Ouais. que le plus gros est mis, de toute façon, la base de la candidature est la même. Donc après, chaque festival demande sa petite spécificité, mais oui, Mm. c'est beaucoup plus facile maintenant. Pour en revenir aux ressources, pour les gens qui veulent développer leur projet, il y a le guide de l'accompagnement du CNC, qui est vraiment Ok. bien, qui est en ligne, où je crois que ça recense toutes les résidences, peut-être pas toutes les aides, mais déjà, ça permet de regarder De un peu, défricher un peu. c'est ça. Il y a la scénariothèque du CNC, si vous voulez regarder à quoi ressemblent des dossiers qui ont été pris, ou juste voir un petit peu ce qui est attendu dans un dossier. Mm. Après, ça peut être des questions tout simplement intéressantes, même à titre personnel, si on n'a pas envie de faire des dossiers, comme par exemple la note d'intention et la note de réalisation. Comme ça, on Ouais. sait ce qu'on a envie de raconter et comment on veut le raconter. Donc ça, c'est pas mal. Après, il y a tous les événements qui sont dans des festivals comme Annecy, mais tout simplement en ligne aussi. Donc, par exemple, le CNC, des fois, organise des webinaires où ils expliquent les différentes aides. Mm. Donc, ça peut être bien de s'inscrire et de les noter, de voir à peu près ce à quoi on pourrait postuler. Euh, Il y a la page des intervalles, Ouais. qui maintenant est devenue une association, je crois, et qui ont un onglet pratique où il y a vraiment plein de ressources. Et je crois qu'il y a une ressource sur les différentes aides et résidences aussi. Ok. Et sinon, il y a les formations. Les formations qui peuvent être enfin, financées par l'AFDAS ou d'autres organismes. Donc, ça peut être des formations d'écriture, des formations de comment faire des bibles, ce genre de choses. Mm. Donc voilà, si vous vous orientez sur de la création, donc court-métrage, série ou long-métrage, n'hésitez pas à regarder de ce côté-là. Donc, il y aura déjà pas mal Ouais. Bah, je de ferai au matière mieux pour commencer. pour mettre tous les liens et tout C'est ça. juste en dessous pour que ce soit un petit peu bien recensé, quoi. Donc ouais, il y a plein de trucs à explorer là-dessus. Et ben voilà, moi je pense qu'on a fait pas mal le tour Oui, moi aussi. de ces questions-là, parler du développement de la série, des aides, des choses comme ça. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Je mettrai tous les liens, comme je dis, en description. Et potentiellement, si ça t'intéresse un jour de venir parler plus storyboard, pourquoi pas, avec des exemples, des trucs, expliquer des choses et tout, ce serait avec plaisir aussi.
Merci de m'avoir reçu.